Mais merci à tous en tout cas d'être présents et juste des petites informations techniques. Je vous remercie de bien vouloir fermer les micros si vous ne parlez pas et d'envoyer vos questions par le chat. On remontera à la fin les questions posées. Voilà, je vais laisser la parole à Bruno Marty, maire de La Réole. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à vous saluer, vous remercier d'être présent à cette conférence malgré effectivement un contexte assez particulier. Donc, cette conférence marque le lancement de la 16e édition du concours national de reconquête des entrées de ville, de bourgs, de territoires et de la frange urbaine. Alors, je tiens à remercier le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui nous accompagne depuis plusieurs années déjà dans la réalisation de ce concours. Alors, les différents partenaires aussi qui ont participé au montage de cette 16e édition, sans en oublier, je l'espère, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, l'Office professionnel de qualification des urbanistes, les parcs naturels durables de la DTR IDF CEREMA et Ève-Angélique Moitié, donc, qui est chargée d'études agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire. Alors, ils se présenteront tout à l'heure. Donc, j'interviens aujourd'hui à double titre. D'abord, maire de La Réole, la plus petite ville de France à labelliser ville d'art et d'histoire, et aussi membre du conseil d'administration de Sites et Cités Remarquables de France depuis déjà plusieurs années. J'excuse Martin Malvy, le président de Sites et Cités Remarquables, qui a été empêché, ainsi que Marie-Lise Ortiz, prise par l'Assemblée générale extraordinaire, et surtout la suite de cette Assemblée générale. Donc, avant de laisser la parole à Denis Grandjean, je souhaitais vous présenter en quelques mots, je ne peux pas être très long, les associations à la fois de Sites et Cités Remarquables et l'association Patrimoine et Environnement. D'abord, Sites et Cités Remarquables, c'est une association qui a été créée en 2000 pour regrouper les villes et ensemble de communes qui sont porteurs d'un secteur protégé, aujourd'hui d'ailleurs sites patrimoniaux remarquables, et les villes et pays signataires de la Convention Ville d'art et d'histoire. Alors, Sites et Cités Remarquables de France, c'est un réseau de plus de 270 adhérents. Alors, ce matin, il a été annoncé un chiffre un peu plus important, donc tous les jours, de nouveaux adhérents, de toute échelle d'ailleurs. C'est une véritable plateforme pour échanger des compétences, des expériences et des interrogations dans différents domaines du patrimoine et de l'urbanisme, donc au niveau national, mais aussi international. Sites et Cités Remarquables de France, c'est aussi un espace de conseil, d'expertise, d'accompagnement des collectivités en termes de stratégie d'action, de méthodes et d'outils. C'est un véritable centre de ressources assurant une veille juridique et technique sur les politiques patrimoniales et leurs outils. Et donc, cette association se fait le relais des collectivités auprès des instances nationales, des assemblées parlementaires, avec des partenaires forts, avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la Culture, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Caisse des dépôts et consignations, la région, pour ne citer que. Enfin, l'association Patrimoine et Environnement, c'est une association nationale qui a été reconnue d'utilité publique depuis 1970 et elle est agréée par le ministère chargé de l'Environnement depuis 1978 et par le ministère de l'Éducation nationale. C'est une instance de concertation et de réflexion auprès du ministère de la Culture. Patrimoine et Environnement réunit aujourd'hui plus de 1000 personnes morales et personnes physiques qui militent pour le développement durable, la protection et la mise en valeur de l'environnement. Que dire de plus? C'est que en fusionnant en fait avec la Ligue urbaine et rurale en 2013, oui, Patrimoine et Environnement poursuit l'organisation du concours national de reconquête des entrées de ville, de bourgs, de territoires et de la frange urbaine, concours créé en 2001 par la Ligue urbaine et rurale. Alors, donc, une fois ces présentations faites, juste les objectifs de cette conférence en quelques mots.
D'abord, faire connaître et valoriser les démarches qualitatives en faveur de la valorisation des espaces situés dans les entrées de ville, de bourgs, de territoires et des franges urbaines, qui portent le nom du concours. Donc, ces ports d'entrée, ça sera abordé notamment par les intervenants sur les villes, les entrées donc, par la gare, la route et les ports. Et ça représente effectivement un enjeu pour la valorisation des territoires. Le renouvellement urbain s'impose pour ces espaces et nécessite effectivement une politique de recherche et d'innovation. Et donc, cette conférence, c'est donc l'occasion de lancer l'appel à candidature de la 16e édition du concours national de reconquête des entrées de ville, de bourgs, de territoires et de la frange urbaine. Alors, juste une nouveauté, mais ça sera dit, ce concours aujourd'hui s'ouvre à toutes les villes et décernera 2 prix, un pour les communes de moins de 2000 habitants et un prix pour les communes de plus de 2000 habitants. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une conférence riche d'échanges, de débats, afin d'avancer ensemble sur cette thématique. Et donc, je vous laisse entre les mains de notre expert du jour, Denis Grandjean. Denis. Denis, vous avez le micro qui est coupé. Ah oui, exact. Avec vos instructions. Merci, monsieur le maire et cher Bruno Marty, de cette belle introduction très complète qui donne un bon aperçu à la fois du concours, puisque vous venez de donner ces grandes lignes nouvelles à l'instant, et aussi évidemment des partenaires, souligner ce partenariat très fructueux entre les administrations publiques, puisqu'il y a 2 ministères concernés, et de grandes associations. Et c'est d'ailleurs ce partenariat qui a permis, je le rappelle, en 2016, de faire une loi sur le patrimoine qui correspondait, je crois, aux exigences de protection et de mise en valeur de ce patrimoine formidable que nous avons dans toute la France. Alors, avant d'aborder plus précisément les données de cette 16e édition, un petit rappel des 4 derniers lauréats des concours 2016 et 2018, pour donner une idée de ce qui a été primé récemment. Je crois qu'il y a un PowerPoint qui va démarrer avec quelques images et on commence, voilà, donc reconquête des entrées de ville, de bourgs, de territoires et de leurs franges, par terre, fer et eau. Et donc c'est vous, Charlotte, qui bougez le PowerPoint. Alors, le premier exemple concerne un bourg de la Moselle, Sarralbe, et c'est un exemple assez typique de ce qu'on peut faire sur une entrée de ville. On voit d'ailleurs sur le plan que la zone requalifiée est effectivement à l'entrée de la ville de Sarralbe, et à la jonction d'un canal et d'une rivière, la Sarre blanche, et également ça a permis de requalifier une zone industrielle à l'abandon qui se trouvait là. Peut-être la diapo suivante pour montrer la suite. Voilà. Alors on a une idée de ce que c'était auparavant. On voit sur la photo en haut à droite cette zone industrielle. On voit cette zone de canal assez industrialisée. Cette entrée par la route, on aperçoit Sarralbe dans le fond. Et là, alors la suivante, peut-être maintenant. Il y a d'autres choses plus. La suivante. Voilà. Donc on voit que cette zone industrielle a été complètement requalifiée avec un aménagement paysager classique mais très bien fait par des professionnels. Je souligne ce point parce que c'est pas évident pour des villes de taille moyenne. Sarralbe, c'est une petite ville, ça fait 4500 habitants, c'est un gros bourg et c'est pas évident pour des communes de cette taille de faire appel à des expertises assez pointues. Souvent, ce sont
les services techniques locaux qui interviennent et ils le font avec sans doute moins d'audace que ne le font des intervenants extérieurs. Donc il faut souligner, si vous voulez, l'appel à des professionnels qualifiés sur cette affaire. Là, cette passerelle piétonne permet une liaison entre la zone qui a été requalifiée, où il y a également une halte nautique, enfin un petit port de plaisance, puisqu'on est sur un canal qui double la Sarre et qui est un canal très emprunté par la navigation de plaisance. Donc on a une sorte je dirais, de convergence de différentes requalifications sur une même zone juste à l'entrée de ce bourg. Et quand je dis à l'entrée, vous voyez sur la photo de gauche l'église de Sarralbe, et on est vraiment à quelques centaines de mètres du centre-bourg. Peut-être d'autres diapos sur Sarralbe où on a terminé. Voilà. Alors quelques vues du port de plaisance certains pourraient dire qu'il y a encore pas mal d'éléments de voirie, mais ce sont des voiries essentiellement vélos et des voiries piétonnes. Il faut se souvenir qu'on est quand même dans une région où il pleut de temps en temps, et donc il faut que les aménagements soient effectivement praticables, quelles que soient les conditions météo. Et je trouve que là, il y a un bel équilibre qui a été trouvé entre l'accessibilité par tous les temps et le verdissement de cette zone qui était à l'abandon, en quelque sorte. Voilà, ces vues parlent d'elles-mêmes, et je veux dire, il faut souligner encore une fois la volonté politique qui est derrière ce genre de requalification, parce que c'est très coûteux pour des petites communes de cette taille. Ce sont des investissements qui sont évidemment amortis sur pas mal d'années, et il faut avoir vraiment la volonté de le faire pour réussir des opérations comme celle-ci. On peut continuer. Alors, autre exemple, alors tout à fait différent, c'est pour montrer que le concours s'adresse à des collectivités d'échelle complètement différentes. Là, on est sur Rennes, une ville, la ville elle-même doit être 220 000 habitants, l'agglo de Rennes, c'est 700 000 habitants. Donc, vous voyez que c'était la même année que Sarralbe a été distingué. Quand on a vu ce projet de requalification de l'avenue Henri Fréville à Rennes, on a tous été sidérés par le travail qui a été réalisé. C'est presque, voilà, on n'y croit pas quand on voit d'où l'on vient. Il faudrait voir une vue de l'avenue, une vue avant. Charlotte, peut-être la diapo. Il y a une diapo, voilà, il y a des diapos assez frappantes. Voilà, bon, on voit très bien avant ce que c'était, ces grandes avenues qui sont faites d'une voirie continue en quelque sorte, qui va d'un mur à l'autre, quoi, de chaque côté de la rue. Et là, on a une requalification franchement très très spectaculaire, quoi. C'est extraordinaire. On a transformé cette avenue Fréville comme par un coup de baguette magique, mais enfin, c'est pas un coup de baguette magique. Il a fallu là aussi pas mal de crédit et une volonté politique très affirmée pour faire cette très belle transformation qui méritait franchement d'être distinguée par notre concours. La circulation, d'ailleurs, n'en est pas exclue. La circulation a été limitée sur les deux côtés. Vous avez vu sur une diapo précédente, mais on a évidemment renforcé les autres liaisons, les liaisons douces et les espaces verts. Voilà, avec pas mal de soins dans le détail de ces aménagements, comme vous le voyez. Grand détail accordé aussi au calpinage des pierres, des bancs, de toutes les aménités urbaines qui sont faites. Bon, on voit que c'est un travail évidemment de très bon niveau, fait par de bons professionnels, c'est évident. Alors, on revient là sur des petites collectivités. Cantenay-Épinard, c'est près d'Angers, c'est environ 2000 habitants, c'est au bord de la Mayenne, et c'est un dossier qui a été distingué dans le concours 2018. C'était un des prix de l'édition de 2018. Il y a eu 2 prix, Cantenay et Chorges. Alors Cantenay, donc, c'est un réaménagement de l'entrée du bourg, une entrée routière qui longe la Mayenne, qui est une entrée d'ailleurs un peu
qui surplombe la Mayenne à cet endroit. Et finalement, le travail qui a été fait par la ville de Cantenay et l'assistance de l'agglomération d'Angers, c'est de requalifier complètement cette entrée qui domine la Mayenne et de redonner à voir, au fond, la vue sur la Mayenne telle qu'on peut l'imaginer. Hein. On voit bien le rapprochement entre ces différentes... le plan est très parlant. Voilà, alors on a toute une série de réaménagements, on a réduit les parkings, on les a transposés à d'autres endroits où ils sont moins nuisants sur le plan visuel. On a réaménagé complètement les bords de la Mayenne pour les rendre plus accessibles. Et donc on a complètement... alors on a évidemment privilégié les autres liaisons. Voilà, on a un travail aussi très sophistiqué sur cette entrée de ville et avec la maîtrise des flux de voitures et de leur stationnement. Parce qu'on est tout près du centre-ville, en fait, hein, avec des aménagements de berges qui comportent quelques aménités, comme cette halle qui a un pavillon d'accueil, qui a des toilettes. C'est une zone, évidemment, qui est très utilisée en pique-nique. Et donc, on a fait toute une série d'aménagements qui permettent un meilleur usage de cette zone. De cette zone qui, encore une fois, est en pente douce vers la Mayenne et donc qui est très spectaculaire. Avec là, voilà, une réduction de la voirie, un élargissement des zones plantées. Et on va le voir sur les photos suivantes également. Alors, c'était déjà une zone assez sympa, mais alors là, c'est vraiment beaucoup plus abouti. Il y a eu vraiment un travail de mise en valeur de ce très beau potentiel qu'il y avait à l'entrée de Cantenay. Et je crois qu'on verra dans les diapos suivantes, dans une dernière diapo, la commune a aussi installé à cet endroit un centre culturel qui donc confère à cette entrée de ville un intérêt supplémentaire. Elle a pris le parti d'ailleurs d'un bâtiment tout à fait contemporain, mais qui s'intègre, voilà, on l'aperçoit là, hein, on a refait un accès beaucoup plus aisé vers le centre-ville et on a donc un équipement culturel qui est juste à cet endroit, qui fait la transition au fond entre la zone réaménagée et la ville elle-même. Vous avez là quelques belles vues de cet accès à Cantenay et Pinard. Alors, dernier dossier, alors un dossier particulièrement ardu, c'est à Chorges. Chorges, c'est dans les Hautes-Alpes, c'est entre Gap et Briançon. Chorges, c'est la cité Caturige, qui est une tribu de Gaulois. C'est comme ça qu'elle se présente par les panneaux d'information. Alors Chorges, c'est une petite commune aussi de 3000 habitants. C'est une commune qui était très impactée par cette liaison Gap-Briançon qui, été comme hiver, subit un trafic extrêmement important puisque l'été, il y a un trafic touristique tout à fait puissant, et l'hiver également avec les stations de ski. Donc on est sur une route nationale qui est très très empruntée et ça compliquait encore les travaux et le projet avec la commune de Chorges parce qu'on est sur une route nationale avec les contraintes d'une voirie nationale sur lesquelles l'État a la main et pour lequel, pour des questions de sécurité, il est obligé de maintenir des contraintes fortes. Alors, on avait auparavant, et c'est un endroit que je connais bien, parce que j'ai habité Gap un certain temps, donc on avait une route nationale qui s'interrompait à Chorges, enfin qui était bloquée à Chorges par des tas de feux, parce qu'il fallait que les habitants de Chorges puissent sortir et rentrer dans leur propre commune, donc c'était très compliqué, avec souvent beaucoup d'embouteillages d'ailleurs, au demeurant, en période de pointe. Et c'était un travail vraiment difficile de requalifier cette entrée de Chorges, parce qu'en réalité, ça a beau être un élément majeur de la liaison entre Gap et Briançon, c'est une entrée de ville, c'est une entrée de village, quoi. Alors c'est un travail qui a été financé par beaucoup d'acteurs, y compris l'État, puisqu'on est sur une route nationale.
Et je pense que les photos suivantes vont nous montrer quelques aménagements. C'est d'autant plus intéressant cet espace qui avait également une gare, la gare de Chorges, enfin il y a toujours une gare, la gare de Chorges se trouve là. Il y avait un vaste parking un peu sauvage, qui se mêlait d'ailleurs aussi avec un parking poids lourd. Donc on était vraiment sur une très grande voirie doublée de très grands parkings inorganisés en quelque sorte, quoi. Et du coup, cette question que s'est posée la commune de requalifier cette entrée de ville, et donc le passage de la nationale sur son territoire, ça lui a permis de redonner un peu, enfin de réorganiser complètement ces fonctions-là. Alors on voit là le réaménagement. Alors il y a toujours beaucoup de voiries parce que de toute façon c'est incontournable. On a une voirie qui est nationale et qui supporte un trafic extrêmement important. Donc, mais cette voirie a été malgré tout complètement réorganisée et requalifiée. On a aussi évidemment tout un travail sur la publicité. Comme vous l'imaginez, à un moment donné, c'était une route bordée de petites de toutes sortes sur toutes les activités qui se passent dans le coin. On est tout près du lac de Serponçon, donc on avait vraiment une invasion de la publicité extrêmement forte. La commune de Chorges a pris un règlement local de publicité et l'a quasiment évacué. Il reste quelques panneaux routiers malgré tout. Et heureusement, c'est nécessaire et l'État y tient, juste titre. Mais il y a eu beaucoup de requalifications donc sur toute cette zone-là. Et c'était spécialement ardu. Et là aussi, il y a un bureau d'études, je crois que c'est une équipe d'Aix-en-Provence qui est intervenue. Et il faut souligner l'engagement de la commune de Chorges, petite commune, donc sur ce projet compliqué qui a pris plusieurs années. Hein, d'ailleurs, Chorges avait déjà été repéré il y a plusieurs années lors d'un concours 2016. Et puis finalement, Chorges a été primé au concours 2018 lorsqu'on a vu l'aboutissement de la plupart de ces travaux, qui ne sont d'ailleurs pas encore tous finis au demeurant. Voilà, avant, après. Alors, je crois que Bruno Marty a très bien résumé l'esprit de la 16e édition du concours, donc je pense que c'est inutile d'y revenir. Hein. On a vu que c'était ouvert à toutes les communes, avec 2 prix pour les villes de moins de 2000 habitants et pour les villes de plus de 2000, avec de nouveaux partenaires qu'il a évoqués. Je n'y reviens pas. Ce qui est important pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le calendrier de la 16e édition. Et peut-être Charlotte, si vous voulez le commenter. Enfin, oui. Alors, un petit rappel sur le calendrier. Donc, aujourd'hui, le 29 octobre, ça marque le début du lancement du concours. Et vous aurez jusqu'au 5 avril pour déposer votre dossier de candidature. Donc, le comité de présélection ensuite se réunira en avril 2021. Et on organisera les visites sur les territoires de avril à juin. Et pour une réunion du comité technique en fin juin 2021 et la réunion du jury en septembre 2021. Et si tout se passe bien, donc une remise des prix lors de la prochaine édition du Salon du patrimoine. Voilà pour le calendrier. Très bien, merci Charlotte. Je pense que c'est tout à fait clair. De toute façon, s'il y avait des questions, elles pourront être posées par le chat et éventuellement en direct dans la dernière partie de notre réunion. Alors, on aborde maintenant cette partie discussion, échange entre les 3 invités de cette conférence. Hein, et je voudrais passer d'abord la parole, enfin évoquer cette problématique des entrées de ville sur les 3 thèmes principaux qui font la nouveauté d'ailleurs de la 16e édition, de distinguer ces entrées de ville terrestres ou des entrées de ville par les gares, hein, par le chemin de fer, ou des entrées de ville par les ports, c'est-à-dire par la mer ou par les fleuves. D'ailleurs, on a parlé avec Sarralbe. Sarralbe était déjà un peu dans cette logique avec une requalification qui concernait une halte fluviale. Donc, au fond, sur ces 3 thèmes, terre, fer, eau, on a
trois intervenants et on va peut-être commencer par Madame Marion Benoît-Mouton qui travaille au CEREMA et qui va présenter en une dizaine de minutes cette problématique. Puis ensuite, Monsieur Legrand interviendra sur les gares et les entrées, donc les entrées par le fer. Et puis Madame Moitié continuerait sur les entrées maritimes, les ports fluviaux ou maritimes. Donc la parole est à Madame Benoît-Mouton. Bonjour, est-ce que la présentation se projette? C'est bon? Très bien, effectivement, j'ai le plaisir d'intervenir au nom du CEREMA, qui est peut-être un établissement qui mérite un petit peu d'être présenté en préambule si vous ne le connaissez pas. Le CEREMA, c'est un centre d'expertise publique au service des territoires. C'est un établissement public donc, qui est placé sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires. On a vraiment pour mission de travailler à ce défi de la transition écologique, énergétique et numérique auprès des territoires en apportant de l'ingénierie, de l'expertise, un appui en méthode et du coup on peut être un centre de ressources à disposition des territoires. On est présent sur l'ensemble du territoire national avec 2600 agents, une couverture en direction territoriale qui est assurée dans chaque région et donc moi je représente la direction territoriale de l'Île-de-France et puis on a aussi pour spécificité de couvrir les territoires ultramarins et d'être engagé dans des programmes de recherche. Et enfin, cette petite diapositive pour vous présenter un peu nos champs d'intervention. Effectivement, notre spécificité, c'est de rassembler un ensemble de compétences pluridisciplinaires et d'intervenir dans différents champs de l'aménagement. Par rapport à notre colloque d'aujourd'hui, effectivement, ça concerne essentiellement le domaine de l'expertise et de l'ingénierie territoriale, ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire notre capacité à répondre aux besoins des territoires. Mais on a aussi des compétences dans le domaine du bâtiment, des mobilités, qui est aussi une question qu'on rencontre sur les entrées de ville, de la mer et du littoral, avec des directions techniques qui travaillent sur ce sujet, le domaine de l'environnement et des risques, et des infrastructures de transport, et notamment de la gestion des ouvrages d'art. Donc, pour cette présentation, j'ai souhaité un peu axer sur la façon dont au sein de l'établissement, on concevait cette question des entrées de ville avec une approche finalement qui se veut globale de l'aménagement. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux insister, c'est le fait que en fait, les entrées de ville aujourd'hui semblent vraiment confrontées à différents enjeux qui méritent d'être pris de manière systémique. C'est d'abord, on a affaire à un constat d'un déséquilibre entre les centres-villes et les périphéries qui résulte là d'un modèle d'aménagement assez passé et daté aujourd'hui, mais dont on souffre quelle que soit l'échelle des territoires qui sont concernés. Et on a de fait des centres-villes qui sont confrontés à une perte d'attractivité, à une forme de déqualification, que ce soit dans des villes moyennes, mais aussi dans des petites villes, des centres-bourgs, et voire dans certaines métropoles. Quand on parle des entrées de ville, effectivement, on constate aussi à notre échelle qu'il y a vraiment aussi la question de la place prise par les infrastructures, et notamment les infrastructures routières, et du coup qui font souvent trop peu de place aux modes actifs, donc aux déplacements piétons, à l'échelle piétonne, à des modes actifs tels que les déplacements cyclables, etc. Et que la présence de ces infrastructures est souvent porteuse de nuisances environnementales qui n'est pas sans poser de questions aussi sur quelle habitabilité de ces secteurs, puisqu'on a des questions de nuisances en termes de qualité de l'air, de bruit, etc. Pourtant, effectivement, il y a bien un enjeu majeur d'identité. On voit bien que les entrées de ville, elles représentent des portes, des vitrines de la ville, de visibilité, de repères urbains que jouent ces territoires. Donc, il y a vraiment un enjeu majeur à s'atteler à ces questions et au traitement de ces questions. Et du coup, on prône un peu le fait d'avoir une approche pluridisciplinaire sur ces questions. Je voulais accentuer un petit peu cette présentation du fait de l'actualité sur ces sujets et notamment des questions du zéro artificialisation nette. On est vraiment aussi dans un contexte national où on est
dans un enjeu de lutte contre l'artificialisation des sols, la consommation des espaces. Au niveau national, il faut quand même rappeler qu'on a 3,5 millions d'hectares qui sont artificialisés par an et que cette artificialisation, elle n'est pas liée directement à une dynamique démographique. Cette artificialisation, elle augmente plus vite que l'accroissement démographique. Et que si l'habitat est contributeur de l'artificialisation des sols, là aussi les surfaces commerciales et les zones d'activité, souvent leur surface augmente plus vite que, par exemple, la consommation des ménages pour ce qui est du domaine du commerce. Mais ça se voit aussi sur la question des zones d'activité. Donc ça nous interpelle aussi sur comment lutter face à cette consommation des espaces et qui ont des conséquences importantes, à la fois dans les domaines économiques, évidemment, on a des coûts de déplacement qui sont accentués, des coûts d'infrastructure, de paiement des réseaux pour les collectivités qui sont quand même prohibitifs et qu'il faut avoir en tête. Dans le domaine social, évidemment, un éloignement des services, un risque de ségrégation sociale et spatiale qui est réel, et puis cette problématique de dévitalisation des centres-villes. Et enfin, dans le domaine environnemental, et j'interviens, enfin voilà, aussi j'insiste sur ce volet-là, on constate et on est face à un constat vraiment de baisse et de dégradation de la biodiversité, de diminution aussi de notre capacité de production agricole et d'une perte du coup des capacités de résilience de nos territoires et que face à l'urgence climatique aussi, il convient d'agir dans ces domaines. Juste aussi une petite diapositive de contexte aussi, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, au niveau national, il y a plusieurs actions qui sont engagées. Il y a eu un moratoire sur les zones commerciales, des groupes de travail et aussi la convention citoyenne qui s'est tenue sur le climat. Et qu'on voit bien qu'il y a une dynamique de comment réfléchir sur la ville existante et notamment repérer les friches en ville avec le développement d'outils nationaux. Et à venir, en 2021, une loi de finances qui permettra certainement de réguler, en tout cas d'accompagner cet enjeu de lutte contre l'artificialisation. Un lancement d'un fonds friche pour réinvestir l'ensemble des friches sur le territoire national et qui a été corroboré dernièrement par le plan de relance pour des aides à la relance sur la construction plus durable. Donc on est bien dans un objectif de sobriété foncière pour diminuer le rythme de l'artificialisation dans les 10 prochaines années. Et cet objectif, il faut qu'on le tienne. Donc au sein du CEREMA, effectivement, notre objectif, quelle que soit l'approche et la demande de nos territoires, c'est bien de construire en priorité la ville sur elle-même, de porter une attention spécifique à la revitalisation des centres-villes et de densifier, mais de façon durable, c'est-à-dire là avec un équilibre de l'acceptabilité de la densité, qui est une question qu'on rencontre, quelle que soit là aussi la taille de la collectivité qui nous sollicite sur ce sujet pour permettre un cadre de vie de qualité. Et qui nécessite une implication forte des élus locaux, mais aussi plus largement de l'ensemble des usagers des territoires, parce qu'on constate aussi que, et on va le voir au travers des exemples qu'on a pu accompagner, les démarches de concertation et de co-construction des projets sont aussi très intéressantes. Donc j'ai choisi d'illustrer notre accompagnement au travers de plusieurs exemples. Alors comme le concours porte sur plusieurs tailles de collectivités, tout d'abord sur le plan d'action cœur de ville, qui est un dispositif donc, de redynamisation des villes moyennes, avec 220 villes lauréates à l'échelle nationale. Et là aussi, il y a un ensemble, donc ces collectivités réfléchissent et engagent des projets de requalification de leur centre-ville par une action sur le commerce, sur l'habitat dégradé et sur les questions des mobilités et du stationnement. Et par exemple, sur ce sujet, au CEREMA, donc, on a été sollicité pour accompagner deux collectivités qui sont Fontainebleau et Avon, qui font l'objet d'une même convention, pour la définition d'une stratégie d'aménagement et de mobilité sur un axe qui constitue véritablement leur entrée de ville
et qui relient leurs deux centres-villes. Donc on est vraiment là, la problématique qui nous a été posée, c'est comment on définit une stratégie d'aménagement et de mobilité sur un axe large qui relie la Seine, la gare de Fontainebleau-Avon jusqu'au château, pour en faire un véritable boulevard urbain qui intègre davantage les enjeux de nature en ville et qui accompagne aussi le dynamisme commercial et touristique qui est très présent. Donc ils sont autant de potentiel pour ces collectivités, mais encore plus à asseoir et à développer. Et pour ce faire, évidemment, on a eu une démarche assez traditionnelle, mais on rappelle là aussi l'importance du diagnostic territorial, de construire des scénarios d'aménagement diversifiés. Et il y a eu très clairement aussi une attente de propositions d'action en faveur des écomobilités, donc du développement des modes cyclables, des trottinettes, avec la cohabitation parfois difficile sur ces sujets-là, une question d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et on a vu aussi poindre aussi sur, et là peut-être qu'on n'en a pas trop parlé, une attente là aussi de la collectivité d'être sensibilisée, formée sur la transition numérique, comment ça se concrétise sur ces territoires et comment ça accompagne la transformation de ces centres-villes par exemple, des outils d'aide à la mobilité. Le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est l'accompagnement que nous avons eu auprès de collectivités sur un appel à projet national qui a été lancé en 2018 et qui s'intitulait « Repenser les périphéries commerciales ». Il s'agissait là, donc c'est un appel à projet qui a été lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires, d'un appel à projet pour des collectivités qui étaient volontaires et qui voulaient s'engager dans des démarches innovantes de requalification de leur périphérie commerciale. On a eu 6 lauréats de retenue à l'échelle nationale, de taille très variée là aussi. On a des métropoles, mais aussi on a par exemple Thiers, qui a la communauté de communes de Thiers, d'Or et Montagne, et aussi la ville de Saint-Pierre à La Réunion. Donc, on a essayé d'avoir un panel de collectivités assez diversifié. Et si j'ai choisi aussi ce sujet-là, c'est parce que vraiment, on a amené ces collectivités en les accompagnant et en se dotant d'une ingénierie adaptée à réfléchir sur 5 piliers, en fait, 5 référentiels à travailler pour mettre en œuvre leur projet. Un premier pilier, mais je pense qu'il peut être utile pour n'importe quel projet de réaménagement d'entrée de ville. Un pilier autour de la gouvernance, notamment de réfléchir en amont des projets sur quels sont les acteurs que j'ai besoin de mobiliser pour mener à bien mon projet et comment je peux les associer dans la durée, mais bien clarifier cette question-là, sachant qu'on avait vraiment une question là aussi d'articulation entre l'échelle municipale et l'échelle intercommunale, ce qui peut aussi poser question et ce qui est intéressant. Un pilier, j'aurais dû peut-être commencer aussi par ça, sur la stratégie de territoire, c'est effectivement de bien définir et réfléchir à l'équilibre territorial global qu'on vise à différentes échelles et cette articulation entre centre et périphérie, mais qui me semble être un peu dans le cœur des sujets sur les entrées de ville. Un pilier autour de la programmation et des usages, sachant que sur ces périphéries commerciales, on était vraiment dans des zones monofonctionnelles, en perte de vitesse. Et l'idée, la réflexion, ça a été de se dire, mais comment on peut introduire davantage de mixité, des programmes de logement, d'activités, etc. Mais qui soient et qui répondent à un vrai besoin des habitants et des usagers. Donc comment on s'appuie aussi sur des réalités et des besoins territoriaux et puis un marché porteur. Et les 2 derniers piliers portent sur des questions qui ont été traitées au travers même des sessions précédentes. C'est l'insertion du projet dans son environnement, à travers à la fois leur insertion architecturale, paysagère et urbaine, et pour faire en sorte que vraiment ces projets s'intègrent davantage à la ville. Et enfin, mais ça me semble important aussi de le mentionner, c'est un pilier autour de la faisabilité du projet. C'est-à-dire de se questionner en amont aussi sur comment je vais mettre en œuvre ce projet, qui portera le foncier, quel est le montage et le modèle économique que je peux mettre en place, et sur quoi je peux m'engager à long terme, notamment pour imaginer l'évolution de ces zones qui peuvent être transformées sur un temps très long. Et de réfléchir aussi à un montage juridique et réglementaire adapté.
Voilà, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois que j'ai que 10 minutes de présentation, mais il y a eu évidemment des enseignements tirés de ces appels à projets et on a publié ces résultats. Donc, je préfère vous donner les liens vers les ressources pour pouvoir les consulter. Mais voilà, concrètement, 2 collectivités qui ont été accompagnées, c'est par exemple la ville de Montigny-les-Corneilles, dans le Val d'Oise, donc c'est une ville de 20 000 habitants. Et j'ai choisi de la prendre parce que David Mangin est pas là aujourd'hui, mais il accompagne cette collectivité sur son scénario d'évolution. On est vraiment sur un enjeu de création d'un centre-ville sur ce qui est aujourd'hui une périphérie et qui est la bordure d'une route départementale, la RD 14. On a un linéaire commercial qui conséquent, on voit que le territoire est assez large et l'idée là, tout le projet porté par la collectivité en association avec l'intercommunalité, c'est d'évoluer vers une diversité de programmes et justement de pouvoir construire de nouveaux logements avec des rez-de-chaussée actifs, enfin avec des commerces, des services animés, et puis de barrer cette coupure urbaine qui scinde la ville en fait entre le nord et le sud. Donc on a vraiment un enjeu de couture urbaine autour de cette route départementale qui doit être qualifiée en boulevard urbain. Et du coup, là, ce qui nous a intéressé dans ce travail-là, c'est vraiment l'apport de la maîtrise d'œuvre sur comment définir des invariants de projet et s'y tenir, des principes auxquels on ne doit pas déroger sur la qualification des espaces publics, sur la place des espaces verts, sur les gabarits qui seront proposés et les épanelages. Et le deuxième cas que je souhaitais vous montrer, c'est une autre agglomération un peu plus importante, hein, c'est sur Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les Yvelines, qui est une intercommunalité. Hein. Donc c'est vraiment l'intercommunalité qui a porté la candidature sur la nécessité de repenser les périphéries commerciales qui concernent 2 collectivités, Maurepas et Coignères. Et là, on a un gros enjeu de requalification le long d'une route nationale, d'une zone commerciale assez vaste hein, qui prend place sur 2 collectivités. Donc une grande route nationale, les voies ferrées, et puis là, on a une logique de boîte à chaussures le long de la route nationale avec un certain nombre de nuisances. Une zone qui est un peu en perte de vitesse, une difficile accessibilité parce que même s'il y a une gare, en fait, on ne peut pas y aller à pied. Donc des enjeux multiples, hein, aussi environnementaux. Quand on voit un peu le site, il est bordé de zones agricoles, de zones pavillonnaires, etc. Donc de voir comment cette zone commerciale peut muter dans le temps et mieux s'insérer dans son environnement, développer des circuits courts, etc. Et ce qui a été particulièrement intéressant comme projet porté par la collectivité, là, c'est le travail de diagnostic qui a été fait, qui s'est appuyé autant sur un diagnostic urbain très complet, avec un volet environnemental, circulation, etc., mais aussi de potentiel commercial. Et le fait qu'ils aient sollicité en amont l'ensemble des usagers du territoire. Donc il y a eu des concertations auprès des habitants, des diagnostics avec sur carte qui identifiaient tous les points faibles lors de vide-greniers, etc. Des ateliers avec des commerçants, des ateliers avec des chefs d'entreprise. Donc on a eu une démarche de concertation assez exemplaire, mais qui a permis d'asseoir le diagnostic, d'en faire un diagnostic partagé et de construire des ambitions aussi qui soient partagées et portées par les élus. Donc ça a été un très gros travail qui est long aussi dans le temps, je pense qu'il faut en avoir conscience, c'est engageant, et sous forme d'ateliers thématiques aussi, et qui aboutit aujourd'hui à un plan guide. Donc ça, on en a des premières orientations et qui seront traduites en orientation de secteur plus opérationnelle dans les mois à venir. Donc voilà, c'est un peu des exemples d'accompagnement, d'illustration de projets. Je pensais juste vous évoquer le fait qu'il y a eu le lancement par la ministre du programme Petite Ville de demain, hein, qui s'intéresse aux villes de moins de 20 000 habitants et qui présente des signes de centralité, de perte de centralité et de vulnérabilité. Peut-être qu'au travers des villes de petites villes de demain qui voudront s'engager dans cette démarche, il y aura la problématique de la requalification des entrées de ville. Enfin, voilà, c'était une question ouverte, mais il y a peut-être un lien à faire par rapport à ce sujet-là, et notamment au fait qu'à travers l'Agence nationale de la cohésion des territoires, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont présents au sein des territoires, dont le CEREMA, mais voilà, et qui peuvent proposer leur ingénierie pour accompagner les collectivités. Voilà, je ne prendrai pas plus de temps.
Merci beaucoup, cher Marion Benoît, de ce bel exposé, très complet, hein, très, très dynamique, très tonique, et qui pose bien le problème. Et d'ailleurs, je pense que bon, ce concours n'est pas un concours de projet, mais un concours de choses en partie réalisées, en tout cas. Donc, nul doute qu'une partie des choses que vous évoquez, nous allons sans doute les retrouver dans les années prochaines au concours. D'ailleurs, je vois aussi que vous avez tendu la perche à Roland-le-Grand, puisque dans le projet de Fontainebleau-Avon, vous évoquez la liaison entre la gare et la ville. Et donc, je vais passer la parole à Roland-le-Grand, dont je rappelle qu'il est directeur des gares nouvelles et des aménagements chez SNCF Réseau, donc un poste extrêmement important, hein, qui est celui d'ailleurs de l'insertion au fond de la voie ferrée dans la ville. Et c'est lui qui va maintenant évoquer cette problématique des entrées de ville à travers le chemin de fer. Mais je garde pour Marion Benoît quelques questions, car son exposé m'a tout de suite donné envie de l'interpeller, mais on va le faire après l'intervention de chacun. Eh bien, écoutez, la parole est à Roland-le-Grand maintenant, s'il veut bien. Oui, bonjour. Alors, attendez, je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que ça va fonctionner? Très bien. Est-ce que vous voyez? Ça apparaît ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Bon, je voulais d'abord présenter peut-être SNCF Réseau. J'essaierai de faire vite, bien sûr. Bon, évidemment, c'est une grande entité qui appartient au groupe SNCF. Alors, SNCF Réseau a en charge en fait l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, son entretien et son développement. Donc, c'est une entité qui a été, je dirais, réintégrée au groupe SNCF, puisque auparavant, c'était Réseau Ferré de France qui était en toute autonomie par rapport à l'opérateur historique. Depuis le début de l'année, depuis début 2020, en fait, c'est Gares & Connexions, qui est une filiale de SNCF Réseau, qui travaille les gares maintenant, puisque jusqu'à présent, j'incarnais, je dirais, les gares au sein de SNCF Réseau. Mais là aussi, vous savez qu'on aborde la concurrence dans le ferroviaire, et en fait, l'infrastructure est complètement indépendante des entreprises ferroviaires, et donc l'infrastructure est constituée du réseau, l'infrastructure linéaire, et des points d'arrêt, donc des gares. Et l'ensemble constitue le réseau ferré national. Alors, un point important, on en reparlera tout à l'heure, c'est que Réseau est affectataire des actifs de l'État, notamment du foncier, soit rural ou urbain, et notamment à proximité des gares, ce qui nous a permis d'être, je dirais, un partenaire et d'inscrire nos démarches dans un dialogue avec des collectivités, notamment à l'occasion de la réalisation d'un certain nombre de grands projets. Alors, pour ce qui me concerne, la mission des gares nouvelles, elle est en direction centrale, au sein de la direction de la stratégie, et donc j'ai pour mission principale d'être en appui, un conseil en aménagement pour toutes les phases amont. Vous savez que ces grands projets, qui s'étendent bien souvent sur 20-25 ans, sont à présent soumis à des phases extrêmement complexes, assez lourdes à porter, très administratives, et qui s'appuient évidemment sur une démarche de concertation avec les territoires. Et donc, ma mission consiste à accompagner tous les projets jusqu'à l'enquête publique pour ces sujets. SNCF Réseau n'a pas dans ses gènes, je dirais, cette vocation d'aménagement du territoire, même si, bien évidemment, par essence, quand on développe une ligne nouvelle où on inscrit des gares dans le territoire, évidemment, c'est pour le progrès, et donc ça fait partie de l'aménagement des territoires, qu'ils soient ruraux ou périurbains, urbains. Mais c'est vrai que c'est une dimension qui n'a pas été cultivée, je dirais, au sein de l'entreprise. C'est plutôt une culture de grands ingénieurs. Voilà, donc je tenais à préciser cela. Alors, on va peut-être avancer. Ça serait bien si ça avance. On va faire
ça comme ça. Comment je puisse partager l'écran, comme ça sera mieux peut-être. Oui. Voilà. Vous voyez toujours, là, c'est bien. Voilà. Donc, mon propos va être évidemment rapide. Je ne vais pas vous asséner 150 ans, 200 ans d'histoire du ferroviaire. Simplement, peut-être préciser que ce qui est emblématique, c'est en 1837, évidemment, la réalisation de l'embarcadère au pont de l'Europe, c'est-à-dire derrière la gare Saint-Lazare actuelle, de l'embarcadère donc pour Saint-Germain-en-Laye, la ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye, qui était dans les champs. Il faut quand même savoir qu'à cette époque-là, la Madeleine, qui n'était pas encore construite, mais c'était la barrière, je dirais, vous alliez au-delà vers Saint-Ouen, et bien vous étiez à la campagne. Donc au XIXe siècle, évidemment, le ferroviaire s'est grandement développé, notamment avec l'industrialisation, et le réseau s'est constitué, mais essentiellement dans les villes. D'abord parce que les gens avaient peur du train, il faisait beaucoup de bruit, ça fumait, enfin bon, c'était sale. Et puis parce que c'était quand même plus simple, parce qu'il y avait quand même des soucis, comme maintenant d'ailleurs, des soucis fonciers. Et donc il était plus facile de poser les voies à l'extérieur et de construire les gares là aussi à l'extérieur. Toutefois, eh bien, le mouvement de densification de l'urbanisation qui s'est accéléré avec le développement économique a fait que les gares ont été phagocytées, si je puis dire, par la ville. Et au XXe siècle, à tel point que la gare devient un cœur et que même des quartiers se construisent autour. Et on peut dire que maintenant, la gare s'identifie à un lieu de vie, et donc on aime à dire que la ville entre en gare et la gare diffuse dans la ville. Et c'est vrai que on travaille beaucoup actuellement sur des projets dans le sud de la France, notamment à Marseille, où avec les agences d'urbanisme, on travaille sur ce que pourrait être la centralité territoriale d'une gare métropolitaine. Donc, on voit que tout ceci évolue. Alors, pour illustrer mon propos, je vous ai simplement. Alors, j'ai essayé de mettre à l'échelle les deux plans. Vous avez le plan de 1855, l'arrivée du chemin de fer. Vous voyez le point rouge qui est la gare de l'époque, avec toute la partie. Donc, j'ai imagé un grand rectangle vert clair, là, à l'échelle du centre-ville de l'époque, bien sûr. Et puis, vous voyez à la même échelle, 1995, vous avez toujours la gare, et vous voyez que la gare, évidemment, elle est vraiment au cœur de ville, donc au centre-ville. Voilà, même si ce n'est pas le centre-ville historique de Rennes, bien sûr, mais enfin, vous voyez que avec imagé la périphérie routière, vous voyez qu'effectivement, cette notion de gare hors les murs, qui est souvent une critique qui est faite à l'égard de la SNCF notamment, avec le temps, on s'aperçoit que finalement, ces gares hors les murs sont finalement des parties de ville. Alors, en fait, la gare comme porte d'entrée, c'est tout un discours sur l'invitation au voyage. Il faut savoir donc qu'au XIXe siècle, vous aviez l'église et la mairie. Et puis, les gares ont voulu fortement exister. Vous avez un emblème de ces gares, c'est la gare de Dittorf, gare du Nord à Paris, où il fallait être très grand, très vaste, d'autant plus qu'il y avait des grandes halles pour accueillir et essayer de maîtriser la vapeur. Vous aviez des édifices extrêmement importants. Voilà. Et donc, les gares sont devenues assez significatives et identitaires de la ville. Et à tel point que j'ai une image après ces slides sur la gare des Villetins à Limoges, on pourrait prendre La Rochelle également. Ce sont des ouvrages très, 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 très beaux, très ambitieux, très élégants, qui incarnent en fait maintenant les villes. La porte, il me semble, l'invitation voyageur, c'est de passer une porte, un seuil, franchir. Et donc, la gare, c'est physiquement, à l'inverse, par exemple, d'un aéroport qui est hors de la ville. Vous êtes en gare, vous franchissez la porte de la gare et vous avez accès effectivement au voyage.
Et ça, c'est une notion qui a longtemps existé, alors un peu moins maintenant avec la grande vitesse, bon, et puis les mobilités évidemment ont évolué, on voyage beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Mais enfin, cette notion de franchissement de seuil, c'est une belle image pour dire que effectivement, c'est l'invitation au voyage vers l'ailleurs, vers l'inconnu. Et à l'inverse, quand vous venez d'un territoire éloigné, eh bien, le premier contact avec la ville ou le territoire, c'est la gare. Donc, c'est important. Et du coup, il y a cette culture, je dirais, des gares pour incarner la ville ou incarner le territoire. Je vous montrerai tout à l'heure la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, où justement les collectivités ont souhaité que la gare exprime justement le territoire. Donc c'est un point intéressant de constater qu'il y a une adhérence forte entre la ville et sa gare. Parce que maintenant, et d'ailleurs les voyageurs le disent, pardon, c'est leur gare. Donc voilà, la gare des Bénédictins à Limoges, que vous connaissez sûrement avec son campanile, qui est une gare relativement récente. Ce n'est pas la gare d'origine. Hein. La gare d'origine, elle datait de 1856, je crois. Et en fait, elle a été plusieurs fois évoluée. Et puis, les collectivités, enfin la mairie de l'époque, a souhaité donner plus d'importance à ce vecteur de développement. Et donc, en 1929, a commenté une belle construction. Donc, je vous invite à aller visiter cet édifice qui est à l'inventaire des monuments historiques. Alors, la gare, c'est un lieu de vie parce que ça concentre énormément de services, à la fois pour la mobilité, bien sûr, par essence, mais également beaucoup des services de la vie quotidienne. Donc, je dis ça parce que on n'en a pas toujours conscience, mais notamment en région parisienne, dans les grandes métropoles, vous apercevez que les habitants qui travaillent souvent en centre-ville rentrent chez eux par le train et tardivement. Et souvent, les commerces sont fermés. Donc, ils s'arrêtent en fait à la gare où généralement nous essayons de ménager des épiceries, des convenience stores comme on dit maintenant. Voilà. Et donc c'est un lieu de vie aux heures extrêmes en fait. Donc ça c'est un point qui est à noter. Et d'ailleurs quand vous sillonnez le territoire en France, souvent territoire peut-être plus rural, vous apercevez que les gares restent éveillées alors que la ville commence à s'endormir. Lieu de vie également par le fait que la gare qui s'est mue en pôle d'échange organise les correspondances. Et donc également, c'est un lieu, je dirais, de différentes échelles, puisque vous avez évidemment la longue distance, les trains du quotidien, qu'on appelle TER, et puis également, on augmente, je dirais, on diffuse les voyageurs, donc on augmente la capillarité du réseau, et donc c'est l'organisation également des transports routiers, autocars. Enfin. Voilà. En fait, la gare est devenue un tel vecteur aux yeux des territoires que, effectivement, on est même on nous demande, alors quand je dis on nous demande, bon, évidemment, tout ça se discute à un certain niveau, souvent politique d'ailleurs, parce que c'est beaucoup d'argent évidemment mobilisé, mais la gare est en fait assez souvent perçue comme un ferment de développement, d'aménagement urbain, souvent les collectivités nous demandent mais là on veut développer un quartier, est-ce que on ne pourrait pas soit déplacer la gare existante, hein, gare TER par exemple, ou soit carrément créer une gare. Alors là, le must, c'est pour certains, c'est de construire une gare de grande vitesse quand il y a une ligne nouvelle qui est en construction à proximité. Voilà. Et en fait, autour de ce lieu de transport, de mobilité, souvent sont associées des activités économiques
et notamment des centres d'affaires, enfin, des établissements qui sont étroitement liés à l'activité locale. Mais en fait, on se rend compte que ça a toujours été, la gare, c'est un lieu de vie, mais c'est surtout un lieu de rencontre. Et d'ailleurs, si on regarde dans les, je dirais, dans les films anciens, on a souvent des images, soit du baiser sur le quai, soit de la séparation et des pleurs. Voilà. C'est ça aussi l'image de la gare. Donc, comme la précédente intervention le soulignait, la gare, c'est quand même aussi une entrée du territoire, et donc c'est porteur d'une image, comme on l'a vu, Bénédictin par exemple. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la SNCF a évolué dans son approche de ces sujets, et au-delà de l'infrastructure qui ne met pas en relation, je dirais, directe les habitants avec le monde ferroviaire, la gare est vraiment le point de contact. Et donc, nous avons à cœur de nous ouvrir justement sur des territoires, et nous accompagnons les territoires dans la rénovation urbaine ou dans le développement des quartiers. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, la mutation foncière est une composante forte maintenant, puisque évidemment nous avions dans un réseau extrêmement développé au 19e et au début du 20e siècle, nous avons optimisé tous ces besoins de services. Ils sont plus efficaces et nécessitent souvent moins d'emprise, et donc nous restituons, je dirais, aux territoires locaux ces délaissés, comme on les appelle, et c'est souvent l'occasion d'organiser une meilleure porosité, par exemple, du faisceau ferroviaire. Souvent, le faisceau est une véritable coupure, une trace indélébile dans le tissu, qu'il soit rural ou urbain, d'ailleurs, dense. Et donc, nous essayons justement d'assurer une meilleure couture, je dirais, et un continuum en fait, d'aménagement au travers de ces projets à l'occasion donc, de ces recompositions foncières. Je citerai, allô, oui. je citerai simplement l'exemple de la gare nouvelle de Nîmes. La gare nouvelle de Nîmes, c'est sur le contournement de Nîmes-Montpellier. Vous savez, c'est une ligne nouvelle, pas très longue, 80 km, qui est à la suite d'Avignon. Là, d'un côté, vous avez la branche qui part sur Marseille, et puis l'autre qui passe sur Montpellier. Il n'y avait pas, quand on quittait la ligne nouvelle, et on empruntait la ligne classique qui passait par Nîmes Centre et Montpellier Centre. En fait, les collectivités là nous ont demandé de sortir un maximum de trains longue distance pour faire bénéficier un meilleur service des trains du quotidien, TER. Et donc, la ligne nouvelle a été construite à cet effet, avec une composante mixte, comme on appelle, c'est-à-dire du fret aussi, puisque, évidemment, c'est le corridor fret très important du nord de l'Europe et de l'Italie vers l'Espagne. Et donc, ça a été l'occasion de travailler sur deux gares nouvelles, une dans le sud de France, au sud de notre quartier, au sud de Lycéum de Montpellier, et une qui a été livrée en 2017, et une deuxième ici, donc à Nîmes. Là, vous avez les trois propositions d'implantation à l'époque. Il faut savoir que la communauté d'agglomération de Nîmes raisonne son développement en archipel. Donc, en fait, vous avez plusieurs nœuds périphériques au centre, enfin, la ville historique antique. Et donc, à l'occasion d'un débat public qui remonte à 2005, c'est pas de sitôt, des orientations avaient été prises, et notamment c'est le site de Manduel qui avait été retenu. Alors, en fait, pourquoi je m'intéresse à ce projet, c'est parce que,
encore une fois, c'est une démarche qui peut étonner, mais ce sont les collectivités qui ont souhaité que la gare, justement, ne soit pas plus proche de la ville pour, d'une part, créer, je dirais, une poche de développement, et puis également que ce soit une gare de territoire, c'est-à-dire que ce ne soit pas forcément la gare de Nîmes, même si son nom s'appelle Nîmes, mais vous voyez qu'elle a été accrochée à ce nom, le Pont du Gard, parce que déjà internationalement, c'est peut-être un peu plus connu, mais aussi parce que Nîmes-Pont du Gard, c'est assez proche, en tout cas c'est plus proche que Nîmes, de la Camargue, et en fait, on s'aperçoit que c'est un projet véritablement de territoire. Il a été conçu comme ça, pour associer plus largement qu'une simple agglomération, un territoire beaucoup plus large. Et donc, c'est un projet qui se situe exactement entre Avignon et Montpellier et qui intéresse beaucoup de villes, en fait, qui n'avaient pas accès. Alors là, c'est une gare je dirais, de grande ligne, de grande vitesse en plus, mais elle se situe en fait à un croisement avec la ligne classique qui voit à la fois des trains pour l'équilibre du territoire, ce qu'on appelle les trains corail anciennement, et puis également les trains du quotidien, les TER. Et donc vous avez une gare d'interconnexion ici qui intéresse un grand territoire plus important que je dirais l'agglomération limoise. Et donc, pour reprendre un peu les termes évoqués précédemment, l'intérêt de cette gare aussi, c'est qu'elle a repris l'esprit, le patrimoine limois, au moins, hein, parce que en fait, c'est l'inspiration de la maison carrée, du projet de Norman Foster, projet salle d'art. Et en fait, on a repris également dans ce projet des matériaux locaux. Nous avons fait extrêmement attention, on parlait d'imperméabilisation justement, à garder cette perméabilité des sols, notamment sur les programmes de stationnement. Et, Monsieur Legrand, excusez-moi, oui. Il faudrait juste laisser un petit peu de temps à Évangélique Moitié, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. D'accord, j'ai terminé, hein, parce qu'en fait, c'était la dernière image, voilà, bon, je reprenais. Très bien. Voilà. Très bien. Et donc, voilà, je voulais simplement conclure en disant que, bien sûr, ce sont des projets d'une certaine échelle, mais que nous avons le souci, notamment, vous connaissez la problématique exactement des lignes de desserte fine du territoire, avec beaucoup de gares et de lignes délaissées, également d'accompagner les collectivités dans une démarche, soit de réhabilitation, soit parfois de fermeture de lignes, et donc du coup, là aussi, une démarche d'accompagnement pour la valorisation des sites. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Legrand. Merci de cet exposé très complet sur la question. Et donc, maintenant, écoutez, on se jette à l'eau avec Évangélique Moitié, qui est donc, je le rappelle, responsable d'études à l'agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire. Donc, les nouveaux partenaires, d'ailleurs, du concours sont les agences d'urbanisme. Donc, c'est particulièrement symbolique et intéressant que Évangélique Moitié ait accepté de participer à cet échange en parlant des entrées de ville par la mer ou par les fleuves, en tout cas par l'eau. C'est à elle la parole et je la remercie d'avance. Merci à vous. Donc, alors, je partage mon écran. C'est bon, ça fonctionne? Oui, super. Voilà, ok. Donc, merci en tout cas de m'avoir invité à participer pour vous présenter justement donc, ces entrées de ville par la mer et par l'espace portuaire. C'est vrai que c'est une thématique qui est un petit peu atypique, qui ne concerne pas forcément tous les territoires.
Mais c'est vrai que sur Saint-Nazaire et son littoral, c'est une question qui est récurrente dans nos projets. Moi, je fais partie en fait de l'équipe projet urbain de l'agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire. Et donc, dans tous les projets en fait qu'on traite à l'agence, on est souvent confronté à cette thématique de l'eau. Donc voilà, juste pour vous poser un petit peu le territoire sur lequel nous on travaille. Donc territoire de la façade atlantique, c'est vrai qu'on a donc d'un côté la mer avec un territoire qui est très balnéaire, très touristique. On est aussi tourné vers la Loire, donc le fleuve avec là Saint-Nazaire qui a une consonance très industrielle et très portuaire en fait par rapport au reste du territoire. Et je ne traiterai pas de cette thématique dans ma présentation, mais on a aussi en fait l'eau par les marais. Donc à l'intérieur des terres, on a les marais de Brière. Donc vraiment, on est entouré d'eau. Et c'est vraiment une problématique qui nous et des enjeux en fait très forts sur le territoire. Du coup, là, par rapport à la thématique des entrées de ville, je vais à la fois aborder le côté portuaire et industriel, donc par un exemple sur Saint-Nazaire, et puis ensuite la thématique balnéaire à travers l'objet de la plaisance et des accès nautiques sur des exemples de Pornichet et Saint-Nazaire. Donc au niveau de Saint-Nazaire est bien connu pour sa zone industrielle portuaire, pour les chantiers de l'Atlantique avec la construction des paquebots de croisière donc, qui sont XXL. Donc ça pour vous montrer en fait où se situe la zone industrielle portuaire de Saint-Nazaire. Ici donc on a Saint-Nazaire et son centre-ville. Vous voyez la petite main sur la diapo ou pas? Ouais, c'est bon. Donc la zone industrielle portuaire de Saint-Nazaire, elle est située entre le pont de Saint-Nazaire, vraiment à l'estuaire de la Loire, et puis le centre-ville propre de Saint-Nazaire. Et c'est à la fois en fait une partie de ville qui est travaillée, mais qui est aussi habitée. Donc en fait, on a vraiment la zone industrielle portuaire qui est le long de la Loire. Et en fait, juste de l'autre côté, en fait, on est vraiment au début de la ville de Saint-Nazaire. Et donc, en fait, il y a un des accès de la ville de Saint-Nazaire et se fait via la zone industrielle portuaire. Ces dernières années, donc, la ville de Saint-Nazaire a connu un dynamisme industriel qui était très important avec les chantiers de l'Atlantique qui avaient un carnet de commandes à 10 ans. On a aussi le démarrage en fait, du parc éolien du banc de Guérande qui s'est lancé. Du coup, il y avait vraiment des enjeux industriels à rationaliser en fait, cette entrée de ville, à la développer et en fait, à la rendre efficiente vis-à-vis des enjeux industriels. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que la conjoncture va avoir comme impact sur l'activité de la zone, mais en tout cas, pour les prochaines années, on va encore avoir de grands besoins d'efficacité industrielle. Et donc, il y a une démarche d'envergure en fait, qui a été initiée il y a quelques années pour pouvoir en fait, vraiment améliorer en fait, les conditions de circulation sur cette zone avec un projet en fait, qui a entraîné en fait une démarche, la mise en place d'un vrai partenariat entre différents acteurs, donc que ce soit l'État, la région, le département, le grand port maritime de Saint-Nazaire, l'agglomération de Saint-Nazaire, la ville de Saint-Nazaire et aussi les industriels, et pour inscrire en fait différents projets dans un contrat plan État-région, donc sur 2015-2020. Et en particulier, donc, un des projets majeurs, c'était de créer un itinéraire XXL entre le pôle industriel de Montoire, donc, qui est en amont du pont de Saint-Nazaire, et la zone industrielle portuaire de Saint-Nazaire, qui est en aval. Il faut savoir en fait, que l'usine de General Electric qui construit les nacelles en fait, pour le parc éolien de Saint-Nazaire se situe sur Montoire. Et le hub logistique, ce qu'on a appelé le hub logistique de EMR, donc
là où va être assemblées les éoliennes et après d'où elles vont partir en mer, se situe en fait au niveau de la zone industrielle au porteur de Saint-Nazaire, donc en aval du pont de Saint-Nazaire. Donc il y avait un vrai enjeu à créer en fait un itinéraire qui soit adapté pour la circulation de ces éléments industriels. Donc dans le même temps en fait, le Grand Port Maritime aussi avait nécessité en fait à moderniser ces ouvrages maritimes. Donc tous ces éléments en fait ont fait que il y avait vraiment un projet d'envergure à mettre en place et à mobiliser aussi tous les acteurs autour de la table. Donc, faisait partie en fait de cet itinéraire XXL un tronçon qui s'appelle en fait le boulevard des Apprentis, donc qui a nécessité un réaménagement en fait pour répondre à ces enjeux industriels. Et en fait, c'est de là qu'est partie en fait cette démarche où vraiment en fait les chantiers de l'Atlantique ont impulsé en fait le démarrage de ce projet. Parce que ils avaient vraiment nécessité, au vu de leur carnet de commandes, d'augmenter en fait leur aire de prémontage qui était donc sous le portique en fait des chantiers, donc qui permet en fait de construire les paquebots. Et en fait, le boulevard des Apprentis tel qu'il était avant coupait en fait leur site en deux et les contraignait en fait dans leur surface de production. Donc vraiment, c'est de là qu'est parti le projet. Mais au-delà de ça, en fait, au-delà des enjeux industriels et logistiques, il y avait aussi des enjeux urbains. Donc, comme je vous disais, on est vraiment dans une zone qui est à la frange de la ville habitée. On a des enjeux aussi d'accessibilité parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les jours, ce sont des milliers de salariés en fait qui viennent travailler sur cette zone. Donc, il faut pouvoir en fait aussi gérer en fait des contraintes de circulation, de stationnement, de déplacement vélo, piéton, un accès aussi en transport en commun efficace et aussi une attractivité touristique parce que c'est vrai que voilà, les chantiers de l'Atlantique font venir des gens, des touristes qui veulent venir voir en fait ces gros paquebots se construire. Donc, il y a une réflexion en fait qui s'est inscrite autour de tous ces enjeux et pour répondre à tous ces enjeux. Et donc là, en fait, on voit en fait ce qui a été réalisé en fait et la philosophie en fait dans laquelle s'est inscrite cette démarche, c'était de pouvoir en fait répondre à tous ces besoins en fait qui n'étaient pas forcément non plus toujours très compatibles. Donc au niveau des enjeux industriels et logistiques, donc comme je vous le disais, c'est vrai que ça a été impulsé par un besoin des chantiers de l'Atlantique. Donc, en fait, avant, le boulevard des Apprentis passait vraiment ici, au pied du portique. Et en fait, dans sa configuration, maintenant, après le projet, en fait, le boulevard des Apprentis a été détourné, ce qui a permis, en fait, d'augmenter la surface de prémontage des chantiers de l'Atlantique de 30%. Donc, là, il y a vraiment un enjeu d'optimiser, en fait, le foncier. Dans ce qui a déjà été évoqué, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une démarche de zéro artificialisation nette, de rationaliser le foncier. Et donc là, vraiment, il y avait un enjeu d'optimiser le foncier. Et en parallèle de ça, de l'autre côté, en fait, de ce boulevard, il y avait aussi le site de Sides. Sides, en fait, c'est une entreprise qui construit des camions de pompiers et des camions, en fait, qu'on voit sur les zones aéroportuaires. Et donc, eux, pareil, ils avaient besoin de rationaliser leur fonctionnement, de le sécuriser aussi. Et du coup, en fait, ce boulevard a permis de répondre en fait, à ces enjeux industriels. D'autre part, donc, au niveau des enjeux urbains et des enjeux d'aménité, en fait, a été mis en place une démarche de concertation avec les habitants du quartier pour pouvoir justement profiter en fait de ce projet pour améliorer la qualité de vie en fait des habitants de ce quartier et le confort aussi de vie. Il faut savoir en fait que les habitants de ce quartier ont une certaine fierté d'être à côté de cette zone industrielle. Par contre, ça apporte beaucoup de nuisances, que ça soit visuel et acoustique.
surtout que ce sont des industries en fait, qui travaillent quasiment 24 heures sur 24. Donc, il y avait un enjeu en fait, de pouvoir aussi offrir un cadre de vie plus agréable aux habitants. Et donc, en particulier, en fait, donc les travaux vont bientôt démarrer. En fait, va être réalisé en fait, un merlon qui permet de faire une barrière acoustique et visuelle par rapport en fait, à l'aire de prémontage des chantiers de l'Atlantique. Et donc, qui va être végétalisé, qui va être accompagné aussi de la création en fait, de tout un parc avec des aires de jeu, avec des terrains de sport. Et aussi, en haut de ce merlon, en fait, va être réalisé un belvédère qui va permettre aux touristes justement d'avoir un point de vue assez exceptionnel sur l'aire de prémontage en fait, des chantiers de l'Atlantique et sur le pont de Saint-Nazaire et sur l'estuaire de la Loire. Et donc, dans la réalisation de ce boulevard qui fait quand même 21 mètres de large, donc c'est un boulevard qui est assez énorme, donc, des colis XXL passent régulièrement, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe au quotidien. Par contre, en fait, ce boulevard a été aménagé de telle façon à ce que dans son quotidien, il puisse être à même de répondre aux circulations routières, piétonnes et cyclables. Et du coup, pour aussi éviter d'avoir des obstacles pour le passage des colis, en fait, c'est vraiment, il y a eu tout un travail sur le marquage au sol qui a été fait pour donc dédier des espaces en fait à chaque mode de déplacement. Et aussi, ça a permis en fait de créer du stationnement et de rationaliser le stationnement. Parce que quand on a des milliers de personnes qui viennent tous les jours sur la zone, c'est aussi un des enjeux forts de ce secteur, c'est de gérer le stationnement. Donc ça, le boulevard des Apprentis, c'est un projet qui a été inauguré donc à l'été 2018 et donc qui se situe vraiment au nord en fait de la ville de Saint-Nazaire. Et donc pour créer du lien jusqu'au centre-ville de Saint-Nazaire, il y a d'autres projets qui sont donc soit en cours de travaux, soit en cours de réflexion. En cours de travaux, en fait, on a le boulevard Le Ferme, en fait, qui a un axe aujourd'hui qui est très routier, donc où les voitures ont tendance à circuler très, très vite, et donc qui aujourd'hui est en travaux en fait, pour créer un aménagement qualitatif pour les piétons et les cyclistes. Donc, c'est l'image qu'on peut voir ici. Donc, parce que, bien sûr, aujourd'hui, c'est aussi un enjeu de pouvoir, en fait, permettre, entre autres, aux salariés en fait, de la zone industrielle portuaire d'aller vers d'autres modes de déplacement que la voiture. Donc aujourd'hui, en fait, il y a toute une démarche qui est d'améliorer en fait, les conditions de déplacement des modes doux entre le centre-ville de Saint-Nazaire et la zone industrielle portuaire. C'est aussi une opportunité en fait, pour relier le quartier en fait, de Méhampin-Oued, qui est un quartier historique en fait, de la ville de Saint-Nazaire, mais qui est un petit peu à l'écart en fait, du centre-ville et de la ville de Saint-Nazaire, du fait qu'aujourd'hui, en fait, sur ce tronçon, on est vraiment en goulot d'étranglement entre les bassins de Saint-Nazaire et une ligne SNCF. Évangélique, si vous avez un autre exemple, passez-le aussi parce qu'on est aussi en dépassement de temps, là, si vous le voulez bien. D'accord, donc j'avance parce que aussi. Voilà. que je parle sur de l'autre thématique qui est la plaisance, donc qui est complètement autre chose. Au niveau de la plaisance, aujourd'hui, un exemple que je voulais vous montrer, c'est le port de Pornichet, donc, qui est à l'extrémité de la baie de la Baule. On voit très bien en fait, sur cette vue aérienne que le port de Pornichet, c'est un petit peu une excroissance par rapport au territoire en fait, de la ville de Pornichet. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté de la ville de Pornichet d'intégrer le port dans son projet de ville. Donc, le port, donc, il y a un projet aujourd'hui de modernisation du port de Pornichet qui s'inscrit dans un projet de ville avec d'autres projets, entre autres la requalification du front de mer qui est en étude.
et des aménagements qui ont déjà été réalisés, donc l'aménagement d'un square, l'aménagement aussi de la pointe du B, qui est un aménagement pareil en front de mer, et afin de relier en fait le centre-ville de la ville de Pornichet qui est ici, avec la place du marché, l'office du tourisme, l'hippodrome aussi, et son port. Donc on voit ici en fait que une des contraintes, c'est qu'il y a quand même une certaine distance en fait, et il y a un vrai enjeu à relier en fait la ville à son port, parce qu'on est quand même sur des distances qui sont de l'ordre de 500 mètres, donc à pied, c'est quand même pas négligeable comme distance. Et en plus, la plaisance jusqu'à présent était un petit peu toujours un espace réservé à une certaine vraiment à des plaisanciers, à des initiés. Les gens avaient un petit peu peur des ports de plaisance parce que voilà, ça faisait un petit peu figure d'espace privé et d'espace un peu clos. Du coup, là, la ville s'inscrit dans une démarche où ils veulent vraiment pouvoir ouvrir le port à tout un chacun, que ça devienne un vrai espace de vie, un vrai espace de ville. Du coup, une des réalisations qui a été effectuée aujourd'hui, c'est là, il y a un viaduc en fait, qui permet en fait, d'accéder en voiture, entre autres, au port de Pornichet. Donc, ce viaduc a été rénové, pareil, en donnant plus d'espace aux piétons, entre autres en créant un chaussidou en fait, qui donne de la place aussi aux vélos, et une mise en lumière en fait, qui permet aussi de rendre beaucoup plus qualitatif en fait, ce cheminement. Et dans son projet donc, de modernisation de son port, la ville de Pornichet en fait, souhaite qu'aujourd'hui, ici, on a une digue qui n'est pas praticable. Et en fait, dans ce projet en fait, de la rendre praticable et en fait, de créer une passerelle ici pour relier le front de mer en fait, et toute la baie de la Baule, qui est au-dessus, à son port de plaisance. Parce qu'aujourd'hui, en fait, aussi, une des mesures phares du projet, en fait, c'est qu'aujourd'hui, cette zone-là est en port d'échouage, et donc, c'est de le passer en port à seuil afin d'offrir aux plaisanciers, en fait, une plus grande possibilité de pratique. Donc voilà, ça, c'est un très bien. Très bel exemple, d'ailleurs. En cours. Oui. Et pour finir, juste sur la question de la plaisance aussi à Saint-Nazaire, aujourd'hui, il n'y a pas de port de plaisance à Saint-Nazaire, mais c'est une réflexion qui est menée depuis plusieurs années de pouvoir offrir, d'ouvrir en fait Saint-Nazaire à la plaisance. Donc, il y a une étude de marché qui a été réalisée l'année dernière sur les opportunités de proposer la plaisance à Saint-Nazaire. Donc, il y a une vraie opportunité sur la ville d'accueillir des bateaux de plaisance. Par contre, en fait, a été mis en lumière des enjeux en termes justement d'accessibilité et d'entrée en fait en ville par la mer. Parce que les conditions en fait, de navigation aujourd'hui dans l'estuaire sont très compliquées en termes de courant. On est dans l'estuaire de la Loire et en plus on a la cohabitation avec le trafic portuaire et industriel. Et en fait, on le voit en fait sur cette image 3D, c'est que au-delà donc de la navigation, c'est aussi en fait pour des marins qui arrivent. Une vision en fait de la ville qui peut être au premier abord très inhospitalière, parce qu'en fait les bateaux arrivent vraiment dans la zone industrielle et en face de la base sous-marine et de l'écluse fortifiée. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un enjeu, en tout cas si on souhaite accueillir de la plaisance à Saint-Nazaire, à accompagner en fait les plaisanciers pour justement en fait surmonter un petit peu ces éléments. Et en plus, voilà, les infrastructures aujourd'hui d'accès au bassin de Saint-Nazaire ont été conçues initialement pour de l'activité industrielle et de l'activité portuaire et pas forcément pour de la plaisance. Donc voilà, donc dans l'étude qui a été menée, les prestataires ont relevé ces éléments et bien sûr ont invité en fait
dans un éventuel projet qui pourrait se faire, à développer des outils, donc des outils numériques, à avoir aussi un accompagnement humain et à créer en fait des conditions propices en fait à accompagner les plaisanciers en fait dans la ville de Saint-Nazaire. Voilà sur. Ok. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Évangélique. C'était tout à fait intéressant de voir ces problématiques par la mer. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire pour rendre l'accès par le port de Saint-Nazaire aussi charmant que l'arrivée à Porquerolles. Hein. Il y a encore du passe sur la Manche. Il n'y a pas de doute. Mais enfin bon, c'est tout à fait une autre chose. Je pense qu'on va peut-être zapper le débat entre vous. Hein. Charlotte, on est d'accord, compte tenu de l'heure, parce qu'en principe, on devrait fermer, là, je vous signale. Donc, je propose plutôt d'ouvrir maintenant aux participants qui ont peut-être communiqué par chat. Charlotte va nous dire ce qu'il en est. Non, on n'a pas de questions par chat, donc si des personnes ont des questions, elles peuvent poser directement la question dans leur micro. Parce qu'effectivement, si elles n'ont pas de questions, moi j'en avais aux intervenants. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, Clotilde Desgras de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Oui, par contre, vous ne me voyez pas physiquement, mais… bonjour. Attendez, bonjour. Bonjour. Voilà, là, vous me voyez, je pense. Oui, vous avez une question? Donc, j'avais une ou deux petites questions merci à ces présentations vraiment intéressantes. Notamment, dans la première partie, on vous avait parlé du fonds friche. Oui. Je ne sais pas si ça découle de la loi de finances 2021. Je voulais en savoir un petit peu plus. Voilà, en quoi ça consiste exactement et est-ce qu'on peut y prétendre, à partir de quand on peut y prétendre? Bah, c'est une question que je voulais poser aussi, c'est amusant. Ah. Voilà, vous voyez, j'avais repéré ça aussi, le fonds friche. Très bonne question. Alors, c'est Marion qui s'y colle, alors. C'est un fonds qui a été annoncé par le gouvernement, en fait, dans le cadre du plan de relance. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est un dispositif d'aide qui est adressé au territoire de 300 millions d'euros sur 2 ans. Je pense que ce qu'il faudrait qu'on vous diffuse, c'est en fait les informations là-dessus. Le fonds, il est adressé prioritairement à des territoires où le marché fait défaut, en fait, pour permettre le financement du recyclage de friches foncières. Et du coup, il va y avoir le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt auprès de territoires. Donc, je pense qu'il faut être en veille par rapport au lancement de ce fonds. Parce que, du coup, les collectivités pourront y répondre pour bénéficier d'une aide au financement et au lancement de la requalification de ces friches. Alors, il y a une aide du ministère en elle-même et puis une aide aussi de l'ADEME, mais de 40 millions d'euros pour la dépollution des sites pollués. Ça, c'est tout à fait. C'est un point extrêmement important là qui a été abordé là, cette question des friches, parce que bien entendu, quand on veut réduire l'empreinte sur le territoire, et il faudrait être beaucoup plus volontaire là-dessus, il faudrait imposer de récupérer les friches existantes. Mais il est clair que construire sur les friches, c'est plus cher. Hein, et je rappelle à cet égard d'ailleurs que la métropole du Grand Nancy a monté depuis environ une vingtaine d'années un fonds spécifique pour la réhabilitation des friches qui fait l'objet d'un contrat de plan État, région et métropole et qui permet effectivement de financer les friches quand on veut les remettre sur le marché. Parce qu'au fond, tant qu'il n'y a pas de fonds comme cela, dire qu'on va récupérer les friches reste souvent de l'incantation. C'est beaucoup moins cher pour une collectivité d'aller faire des équipements ou pour un privé d'aller faire des équipements en tapant sur les champs de maïs que de récupérer des friches existantes. Et je pense que Monsieur Legrand, qui souvent doit être en situation de vente de friches ferroviaires, connaît bien le sujet, quoi. Donc cette
question du financement, de la récupération des friches, c'est absolument majeur. C'est l'élément d'accompagnement d'une politique publique si on veut qu'elle soit réaliste. On a parlé de moratoire sur le commercial. Alors c'est un peu différent, c'est arrêter d'en faire, ou alors si on en fait, on le fait sur des friches, quoi. Voilà, on ne prend pas des terrains nouveaux. Bah, c'est un point extrêmement top. Et vous avez des choses chez vous, madame Oui, je pense surtout à une friche que nous avons qu'on essaie de retravailler. Donc, c'est un site qui fait plusieurs milliers de mètres carrés qui jouxte le centre ancien de Bagnoles avec un territoire en QPV. Qui est un lieu vraiment important sur lequel nous sommes en réflexion. On avait déjà plusieurs perspectives de projets. Et pour le moment, voilà, c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs propriétaires fonciers. Et en plus, il y a une partie qui est imbriquée dans du logement par un bailleur social. Donc, un bon accompagnement ne serait pas du luxe. Très bien, bah, ça c'est sûr. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être sur d'autres sujets, là, sur ce qui a été dit tout à l'heure? Non, par rapport à l'objet même de la reconquête des entrées de ville, sur ce concours, là c'est surtout sur de l'ingénierie en fait, c'est ça? C'est l'ingénierie pure. Qu'est-ce que vous voulez dire là, une ingénierie pure? C'est-à-dire c'est un accompagnement pas en termes financiers vis-à-vis des opérations de travaux, mais bien sur la partie des études en fait. Le concours Le concours de reconquête des entrées de ville. Alors non, c'est un concours qui prime des réalisations. Okay. Voilà. C'est pas un concours qui prime des projets. Et d'ailleurs, quand on présentait Georges, on l'avait déjà vu il y a plusieurs années, mais c'était encore en projet. Ça commençait seulement à se réaliser. Et en fait, on a primé Georges avec un décalage de 2 ans, le temps que les réalisations soient quand même visibles. Donc, c'est pour mettre en avant les projets. Pour mettre en avant les projets. Donc, je vais peut-être insister sur l'ingénierie, ou on a insisté sur l'ingénierie, parce que c'est vrai que souvent, les projets qui sont primés, il n'y a pas de mystère, ce sont des projets qui ont fait appel à des équipes professionnelles d'urbanistes, d'architectes, de paysagistes, et qui sont souvent sortis des services techniques locaux, quoi. Non pas que les services techniques locaux n'ont pas les qualités, mais ils sont pris dans un système local dont ils sont un peu prisonniers parfois. Et il manque parfois un peu d'audace sur les propositions. Voilà. Donc, ce n'est pas un accompagnement financier, c'est un concours pour créer une opération. Et le concours d'ailleurs, c'est bon, il y a quelques éléments financiers, mais enfin c'est un peu secondaire. C'est l'enjeu du concours. Le prix, c'est un voyage d'études pour aller voir des réalisations intéressantes à l'étranger. Enfin, pour autant que le confinement nous permette. Et la remise Et la remise, absolument. Voilà. Oui, c'est une voilà, c'est honorer ceux qui ont fait ce travail, quoi. Voilà. Ok. C'est évident. Merci. Plus de questions. Merci pour moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, moi j'avais une remarque peut-être à l'intention de Monsieur Legrand. C'est vrai qu'il a beaucoup parlé des gares, de l'évolution des gares dans le temps. Je voulais juste rappeler comme ça, de manière un peu anecdotique, que les gares, ça pouvait être aussi des enjeux politiques et des symboles politiques. Je pense en particulier, il la connaît bien, à la gare de Metz, qui a un côté totalement monumental et qui marquait l'occupation de l'Allemagne, au fond, enfin, en Moselle, c'est tout à fait typique. Et peut-être moins connue, la gare de Saint-Dalmas-de-Tende dans les Alpes-Maritimes, qui est une énorme dans un village minuscule qui a été inauguré par Mussolini à l'époque où l'Italie avait récupéré ses territoires près de la frontière française. Et donc, effectivement, les gares, c'est des symboles tout à fait puissants. Oui, en plus, ce sont des gares de mouvement de troupes. Donc, aussi, absolument. Ils sont très imposants. Tout à fait.
On peut dire aussi que certaines villes ont aménagé leurs entrées en fonction du chemin de fer. Beaucoup de villes, dans beaucoup de villes, le chemin de fer a coupé des quartiers et donc on a les arrières des maisons. Hein, par exemple, quand vous entrez à Dijon, très fréquemment, enfin, je pense à ça parce que j'y suis passé récemment, c'est très frappant, on coupe des jardins, on voit l'arrière des maisons. À Nancy, vous observerez que les quartiers qui se sont construits après que la gare ait été réalisée, ce sont des quartiers, le quai Claude Le Lorrain, le quai Isabelle, où les maisons sont face à la voie ferrée et où il y a une mise en scène des maisons par rapport à la voie ferrée. Et donc, déjà au siècle dernier, on avait anticipé sur le concours en montrant qu'il était possible effectivement d'organiser des entrées de ville en fonction de ces modes d'accès dans la ville. C'est assez spectaculaire, à vrai dire. On aurait sûrement primé l'école de Nancy ou je ne sais pas. Exactement. Voilà, il y a quelques très beaux immeubles, l'école de Nancy, en effet, face à la voie ferrée. Oui. Très juste. Je ne sais pas si entre vous, les intervenants, vous aviez des questions à vous poser, puisque vous avez l'occasion de le faire, et que Charlotte prolonge un peu les débats, hein, les ébats. Donc, je ne sais pas si vous aviez envie de vous interpeller les unes et les autres. Non, bon, si personne n'a de questions supplémentaires, juste pour vous informer, vous aurez toutes les informations sur le concours sur le site de Cité et de Patrimoine Environnement. Il y a un intervenant là, il y a Michel Rouget. Voilà. Ah, excusez-moi. Allez. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Non, c'était simplement pour souligner un élément important, je pense, dans ce concours. On le voit bien, et là, je tenais à remercier les différents intervenants et la complétude finalement que ce concours est en train d'adopter. C'est vrai, quand on a travaillé ça dans le cadre du comité technique et la préparation, le changement du règlement, ce qui est à souligner aujourd'hui, je pense qu'il y avait quelque part un peu une symétrie dans l'histoire du concours. On est à un point de symétrie tout simplement parce qu'on a d'autres formes d'entrée en fait dans ce concours, avec des représentations d'entrée et des évolutions historiques dans les entrées qui est complètement différente. Et je ne sais pas ce que ça va donner. La période est quand même pas très facile avec le Covid, le confinement, crise économique et d'autres crises climatiques et autres qui arrivent. Mais on peut avoir un certain optimisme en fait sur les approches qu'on peut avoir désormais sur les entrées de ville ou de territoire, notamment dans le type d'évolution et le type d'entrée qu'on peut avoir. On l'a vu tout à l'heure aussi avec l'intervention de M. Legrand. On peut réfléchir aujourd'hui à des entrées qui deviennent plus tard des éléments et des îlots totalement intégrés en fait à l'urbanité et qui font partie finalement des centres-villes après. Et donc c'est une réflexion qu'on avait aussi sur Besançon, qui était effectivement d'avoir une gradation finalement du centre-ville vers la périphérie, avec aujourd'hui des entrées de centre-ville qui avant étaient finalement des entrées de territoire. Et de la même manière, ça a été très bien souligné, on l'avait rappelé, je me rappelle au ministère de la Communication, on a toujours parlé d'entrée, mais c'est également des sorties. Et en fait, ces sorties de territoire donnent aussi une image dans la sortie. Et M. Legrand l'a souligné aussi sur l'approche un peu, l'appel au voyage finalement, hein, l'appel à sortir, à s'évader, soit c'est professionnel, mais à l'époque, c'était aussi aller voyager et découvrir d'autres lieux. Et ça va être très important. Et du point de vue maritime, même s'il y a un côté un peu exceptionnel des entrées de ville par l'eau, finalement, les petites agglomérations, les villages ont aussi la jeunesse de la ville s'est construite aussi autour de l'eau. Et donc, on peut avoir des villages qui peuvent être intéressés, j'espère, écho de ce qui s'est passé aujourd'hui, d'avoir des projets qui sont aussi des entrées de villages à pied, et pas toujours par la voiture, par le fer, mais aussi par l'eau, et mélanger aussi l'entrée terre-eau, et d'avoir des approches complètement différentes. Je pense que voilà. Ce que je voulais souligner, c'est cette richesse qui est en train de naître en fait. Tu as tout à fait raison, Michel, oui, de le souligner. D'ailleurs, ce que tu dis évoque l'exemple de Cantenay-Épinard, hein, où il y a une entrée de ville qui s'appuie beaucoup sur la valorisation de la voie d'eau, enfin du cours d'eau, de la Mayenne. Ça, c'est vraiment tout à fait dans le sens de ce que tu dis. Je pense que les projets qui nous ont été présentés ces dernières années, finalement, ont inspiré cette évolution en fait du concours. C'est parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on avait une multitude de moyens d'entrée. Alors, comme je disais, on n'a pas mis les aéroports, hein, mais enfin, on n'a pas mis. Mais bon, ça mériterait, quand peut-être la situation sera à mention-là, tous ceux qui vont à l'étranger sont parfois surpris dans certains pays de voir à quel point la liaison entre l'aéroport et la ville-centre est soignée.
l'aéroport qui n'est pas très loin de la ville, il a toujours été soigné en ce sens que la ville s'est attachée, en dépit des problèmes sanitaires, cette allée de palmiers qui fait le lien entre l'aéroport et la ville centre, qui est quand même relativement loin, enfin à quelques kilomètres, enfin, sera dans une position moins incertaine. On intégrera cette 4e dimension dans le concours. Et toi, tu parleras de l'aérodrome de Thies-Besançon. Merci de ton intervention. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question pour Marion Benoît, notamment, par rapport à la perception qu'avaient les entreprises dans la concertation au niveau de la zone de Saint-Quentin. Comment elle avait été perçue, justement, ou visibilité, j'imagine, parce que dans les entrées de ville, dès qu'on a une zone industrielle, les enseignes, plus elles peuvent monter et être visibles, mieux c'est pour elles, ce qu'on peut comprendre d'un point de vue commercial et économique. Mais au niveau du paysage, ce n'est pas toujours très qualitatif. Et voilà, parfois, l'aspect économique, commercial de ces entreprises et puis la finalisation du projet. Effectivement, le projet est en cours de définition, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en est à un stade où c'est-à-dire qu'elles ont tout intérêt aussi à engager une reconversion de ces zones et un gain en qualité architecturale urbaine, parce qu'en fait, les personnes n'y vont plus dans ces commerces. Il y a vraiment un vrai retour au commerce d'option. La difficulté principale, donc ils sont vraiment en attente et à l'écoute d'une dynamique de transformation. La principale difficulté qu'on rencontre avec ces acteurs, c'est une logique de temporalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des logiques de projet urbain qui peut s'étaler sur 10 ou 15 ans. Donc, ils ont besoin d'être rassurés sur un cadre, vraiment un cadre global, une trajectoire d'une bonne mise en œuvre du projet. Donc, c'est vraiment un projet qui doit se construire à l'amiable, mais dans une négociation permanente, en fait. Enfin, dans une information aussi permanente sur ce qui sera sûr, ce qui ne sera pas fait. Voilà. Donc, je pense que, en tout cas, pour les principales enseignes qu'on a rencontrées, et souvent les enseignes, les franchises sont un peu moins bonne intégration dans un territoire parce qu'elles ont des logiques d'établissement qui se jouent à l'échelle nationale, mais une entreprise qui cherche amène et à engager une transformation de son projet, y compris qualitative d'un point de vue architectural. Ok, merci. Charlotte, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions et si vous-même, entre vous, vous n'aviez pas d'autres questions à vous poser. Voilà, on a un peu dépassé le temps, mais c'était bien, c'était pas mal de… Voilà, nous sommes disponibles. Il n'y a pas d'autres questions qui n'arrivent, Charlotte? Mais après, voilà, on est disponible si vous avez des questions. Bon. Vous pouvez m'envoyer un message, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez avoir toutes les informations sur le concours, donc vous sur le site de Cité de Patrimoine et Environnement. Voilà, il y aura jusqu'au 5 avril pour candidater. Et voilà. Mais merci en tout cas d'avoir participé dans ces conditions un peu particulières en ce moment. Merci beaucoup à tous, à toutes et à tous. Et puis finalement, merci aux intervenants, merci aux participants, aux organisatrices, parce que ça se passe pas si mal, et donc ça donne envie d'en faire d'autres. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Salut Laurence. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Hein. Merci. Alors, comment on fait? J'arrive pas à éteindre. Voilà. C'était très bien. Très bien. À la fin, tu n'as pas entendu Charlotte. Parce qu'il y avait un problème de son. Bon, c'était très bien. Allez, passez une bonne journée.